Eh ben, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bonjour à toutes et tous. Ça me fait plaisir de revenir en vrai à l'ONERA, là, après pas mal d'années finalement. Donc, comme Sylvain vous l'a dit, je vais vous parler d'amplification sensible à la phase. Et vous voyez ici qu'il y a toute une ribambelle d'auteurs, parce qu'en fait, après quelques généralités, je vais vous montrer quelques illustrations de ce que c'est qu'un ampli sensible à la phase dans différents systèmes. Donc il y a des expériences qui ont été faites dans mon laboratoire et il y a des expériences à laquelle j'ai eu la chance de participer en Inde, à Bangalore. Donc c'est pour ça que dans le code couleur là, qui indique d'où viennent les gens, moi je suis bicolore, parce que donc j'ai exercé une partie de cette activité en Inde. Et je tiens à souligner le rôle de Fabienne Goldfarb, avec qui je travaille au laboratoire, et qui est déjà venue vous faire un séminaire ici. Donc il y aura une petite partie de recouvrement avec ce que Fabienne vous a raconté. Je vous prie de m'en excuser. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire une page de publicité, parce que comme Sylvain l'a dit, je suis le directeur d'un laboratoire qui s'appelle Lumine pour Lumière, Matière et Interface, qui est un nouveau labo. Donc maintenant il a 2 ans et demi. On est devenu UMR CNRS au 1er janvier dernier. Donc tout le monde n'a pas encore eu l'occasion de se rendre compte de l'existence de ce labo, qui est donc réparti sur 3 sites, à l'ENS Paris-Saclay, à la Faculté des Sciences dans le bâtiment 505 à Orsay, et puis à Centrale Supélec à Gif-sur-Yvette. Et donc juste pour vous raconter un peu ce qu'on fait dans ce labo, on est à peu près 80 permanents, chercheurs, enseignants-chercheurs, personnel technique, doctorants, postdoctorants. Et il y a 2 grandes thématiques de recherche, donc on fait tous plus ou moins de la photonique, mais à l'interface de plein de domaines, que ce soit les technologies quantiques, l'ingénierie, les télécoms, la chimie, les matériaux, ou le vivant. C'est-à-dire qu'il y a toute une activité du labo où les gens font de la photonique pour des applications en biologie ou pour des applications dans le biomédical. Voilà, donc venez nous voir, n'hésitez pas, venez monter des collaborations avec nous, on sera ravis. Voilà, donc la publicité c'est terminé. Je vais rentrer un peu dans le sujet. Donc j'ai divisé mon talk en 4 parties. La première partie, c'est un peu des généralités pour ceux qui n'ont jamais trop entendu parler d'amplification sensible à la phase, sur pourquoi on essaye de faire ça et pourquoi ça peut être intéressant. Et après, je vais essayer de vous illustrer ça dans 3 matériaux, 3 milieux différents. Le premier, c'est une vapeur atomique, où on travaille sur un système de 3 niveaux en lambda. Le deuxième, c'est aussi une vapeur atomique, mais où on travaille sur un système en lambda refermé qu'on appelle un système en delta, je vais vous montrer. Et ensuite, on changera complètement de milieu parce qu'on va faire donc de l'optique non linéaire dans des fibres optiques pour faire aussi de l'amplification sensible à la phase. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire un amplificateur sensible à la phase? Eh bien, c'est pour des considérations de bruit quantique en optique. Alors, je vais me permettre de vous faire l'insulte, de vous faire un rappel de quelque chose que vous connaissez tous, qui est comment le bruit quantique rentre dans les systèmes optiques. Et pour faire simple, pour se raccrocher à ce que tout le monde connaît, je vais commencer par les pertes. Alors vous savez qu'en optique quantique, quand on a un seul mode, donc pensez par exemple à une onde plane, progressive, monochromatique, polarisée dans une direction fixée, mais ce truc-là, c'est décrit non plus par un champ, mais par un opérateur qu'on appelle l'opérateur d'annihilation, A input ici. Et si on rencontre des pertes en optique, par exemple un joli petit nuage ici qui va atténuer une sortie de la lumière, mais on a envie d'écrire que le champ à la sortie, c'est le champ à l'entrée, donc l'opérateur d'annihilation à la sortie, c'est l'opérateur d'annihilation à l'entrée, multiplié par la transmission en champ. Mais ça, c'est interdit par la Fédération des opticiens quantiques, parce que ça ne respecte pas les règles de quantification. C'est-à-dire que si vous calculez le commutateur A à croix à la sortie, vous trouvez T au carré, si T est réel, multiplié par le commutateur A à croix à l'entrée, et les règles de quantification du champ électromagnétique, c'est que ce commutateur A à croix, il faut qu'il vaille 1, l'opérateur identité. Donc si à l'entrée il vaut 1, à la sortie il vaut T2, et on est embêté. Donc ça veut dire qu'un système comme ça, qui atténue les pertes, qui met en jeu qu'un mode à l'entrée et un mode à la sortie, ça ne peut pas exister. Donc immanquablement, toute atténuation optique va coupler le mode à l'entrée avec d'autres modes du champ électromagnétique. Donc la technique habituelle pour modéliser ça, c'est de modéliser ces pertes comme une petite lame séparatrice. Donc on va dire, voilà, j'ai une petite lame séparatrice, le champ arrive ici, les pertes, c'est ce qui part ici vers les ténèbres extérieures, là, l'opérateur de perte, ça c'est ce qui est transmis, mais comme maintenant mes pertes c'est une petite séparatrice, ça veut dire qu'ici il y a un mode qui est rempli de vide, donc je mets l'état 0 ici du champ,
qui va pouvoir s'ajouter au mode transmis, au champ transmis par la séparatrice. Et donc vous voyez que maintenant, le champ en sortie, ça va être la transmission du champ en entrée, moins le coefficient de réflexion de la séparatrice multiplié par le mode de vide ici. Et donc, moyennant ça, si t au carré plus t au carré égale 1, ben ça permet de maintenir le commutateur de l'opérateur d'annihilation, là en sortie, égal à 1. Donc on est content, mais le prix, ce que nous a coûté cette affaire-là, ben c'est que maintenant, les fluctuations des quadratures du champ électromagnétique qui sont dans ce vide ici vont s'ajouter au champ incident. Alors c'est la même chose en fait pour un amplificateur. Si je prends maintenant non plus, et c'est ça qui va nous intéresser, si je prends maintenant non plus des pertes mais de l'amplification, donc j'ai envie de dire que le champ en sortie, c'est le champ en entrée multiplié par le coefficient de gain en amplitude, qui est par exemple réel. Le gain en intensité, ça serait le module au carré de ce G ici, qui est plus grand que 1. Et donc là, c'est la même histoire. À ce moment-là, si on est dans cette situation, ben, je ne peux plus maintenir un commutateur de l'opérateur d'annihilation en sortie égal à 1, il devient égal à G2. Donc ça veut dire qu'un amplificateur comme ça, forcément, il couple aussi le champ en sortie à d'autres modes. Donc la façon de rajouter ce qu'il faut pour que le commutateur soit égal à 1, ça consiste aussi à considérer que les atomes de l'amplificateur là sont couplés à d'autres modes, mais maintenant il faut rajouter un morceau d'opérateur de création. C'est-à-dire que pour compléter le commutateur à 1, il faut rajouter G2-1 multiplié par le commutateur de l'opérateur de création. Et là, ça marche. Et donc, c'est ça qui est à l'origine du fait que forcément, un amplificateur standard, basé sur des atomes, basé sur ce que vous voulez, sur un semi-conducteur, eh ben forcément, il va récupérer des fluctuations supplémentaires qui viennent d'autres modes que le mode que vous cherchez à amplifier. Alors, si on essaye d'être un peu plus quantitatif sur ce que ça coûte en termes d'augmentation du bruit, on peut s'intéresser aux quadratures, aux opérateurs de quadrature du champ en entrée, la quadrature P, par exemple, et la quadrature Q. On peut calculer donc les quadratures en sortie de l'amplificateur. Donc j'ai ici la quadrature P en sortie, la quadrature Q en sortie, qui comprennent une partie des quadratures du mode d'entrée, plus une partie des quadratures du mode de vide ici. Et quand on calcule les variances de ces quadratures, donc le bruit, eh bien on voit que la variance de ces quadratures en sortie, c'est le gain de l'amplificateur multiplié par les variances des quadratures en entrée, donc ça c'est normal, l'amplificateur il amplifie le bruit comme il amplifie les valeurs moyennes, plus un terme supplémentaire qui contient ici le champ pour un photon, E, multiplié par G-1. Donc on voit qu'en plus du terme d'amplification standard dans l'amplificateur, il y a un terme de bruit en excès, qui est absolument incontournable. Voilà, donc exemple, si je prends en entrée un état cohérent, donc ce qui se fait de plus classique en optique quantique, à ce moment-là, eh ben, les variances des deux quadratures du champ en entrée sont données par ça dépend de la normalisation, mais dans mon cas, par le carré du champ pour un photon. Et donc on voit que les variances à la sortie sont supérieures à celles d'un état cohérent, parce que 2G-1 c'est plus grand que 1. Et donc à la sortie, on a plus de bruit que si on avait simplement un état cohérent. Donc on a créé un état qui est super poissonien en termes de bruit. Et donc c'est à partir de ça qu'on peut calculer la quantité qu'on utilise dans la pratique, qui est le facteur de bruit de l'ampli. Alors qu'est-ce que c'est que le facteur de bruit de l'ampli? Le noise figure en anglais. C'est le rapport signal sur bruit en entrée. Donc par exemple, si je m'intéresse à une mesure de quadrature, ça va être le carré de la valeur moyenne de la quadrature divisé par la variance, divisé par le rapport signal sur bruit en sortie. Donc vous voyez que si c'est plus grand que 1, ça veut dire que j'ai dégradé le rapport signal sur bruit avec mon composant. Et donc dans ce cas-là, c'est 2G-1 divisé par G. G, c'est le gain que j'ai sur les valeurs moyennes. Et donc forcément, pour un amplificateur comme celui-ci, le facteur de bruit est plus grand que 1, et quand le gain tend vers l'infini, le facteur de bruit tend vers 2, et c'est le fameux noise figure de 3 dB, qui est bien connu pour les amplis optiques standards, les amplis qui ont un grand gain. Ok? Voilà, alors quelle est la seule manière qu'on peut trouver pour lutter contre ça? Il va falloir respecter donc, le commutateur des opérateurs en sortie. Donc on va se débrouiller pour que soit on regarde le commutateur de A et A croix, soit on regarde le commutateur des deux quadratures. Et une façon de faire en sorte que le commutateur des deux quadratures en sortie soit égal au commutateur des deux quadratures en entrée, ça va être de faire un amplificateur qui n'amplifie plus toutes les quadratures avec le même gain,
mais qui va par exemple amplifier une des quadratures avec un gain G, et qui va désamplifier, on utilise cet affreux barbarisme, l'autre quadrature avec un gain 1 sur G. Alors, on ne dit pas absorber parce qu'on n'absorbe pas, on désamplifie. On multiplie par un gain plus petit que 1. Et donc dans ce cas-là, on va multiplier la variance d'une des quadratures par le gain G, diviser la variance de l'autre quadrature par le gain G. Et donc dans ce cas-là, si on s'intéresse au rapport signal sur bruit, comme par exemple pour cette quadrature-là, on amplifie les fluctuations avec le même gain que la valeur moyenne, et bien finalement le rapport signal sur bruit est préservé. Et donc en principe, avec un ampli comme ça, on peut avoir un noise figure de 1, mais évidemment, il faudra, si on veut amplifier, s'intéresser qu'à une des quadratures. Voilà, donc c'est ça la motivation de pas mal de gens qui travaillent sur les amplis sensibles à la phase. Et pour illustrer ça, il y a cette figure-là, bien connue, où on représente par exemple le champ dans le... si c'était un champ classique, ça serait le plan complexe. Hein. Donc nous, le champ est quantifié, donc ça, c'est les axes des deux quadratires P et Q. Un champ classique monochromatique, ça serait un point dans cet espace-là. La distance à l'origine, c'est l'amplitude, et l'angle ici, c'est la phase. Nous, on s'intéresse par exemple à des états cohérents, donc c'est des états qui ont des fluctuations gaussiennes autour de leur valeur moyenne. Mais si on amplifie un tel état dans un amplificateur standard, donc un amplificateur insensible à la phase, qui amplifie toutes les quadratures, on va amplifier, on va en sortir, on aura une valeur moyenne plus importante, mais on va aussi amplifier ici l'espèce de disque de bruit, là, et donc on voit qu'on aura un excès de bruit. Alors que si j'ai un amplificateur qui, par exemple, amplifie d'un gain G la quadrature horizontale et qui désamplifie d'un gain sur G la quadrature verticale, eh ben on voit que là, pour ce qui est de la quadrature horizontale, on a le même gain sur la valeur moyenne que sur ce grand axe-là de l'ellipse de bruit en sortie. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Et vous voyez aussi tout de suite là-dessus qu'en fait, un amplificateur sensible à la phase, c'est la même chose qu'un squeezer. C'est juste exactement la même chose. Donc c'est juste une question de contexte que les gens vous parlent de squeezing ou d'amplification sensible à la phase. Alors la représentation, là, elle est simple, parce que je considère un seul mode du champ. Évidemment, oui. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a des soucis techniques en ligne. Vous nous entendez bien en ligne ou pas? Oui. Ah d'accord, c'est Antoine, j'ai perdu le son, Antoine pas de qui a souci. perdu le son. Ah ok. Bon Antoine, ça vient de ton côté, désolé. Pardon Fabien. Pas de problème. Alors il y a des situations où, par exemple, quand on fait de l'amplification paramétrique, en fait, on modifie les propriétés quantiques des propriétés des états, non pas pour un mode, mais pour deux modes, et où c'est plus compliqué, où cette représentation ne marche plus, mais bon, je ne vais pas en parler ici. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe de base. Alors, comment on fait pour implémenter ça? Comment on fait pour faire un amplificateur qui amplifie une quadrature du champ et pas l'autre? Un amplificateur qui va amplifier pour une certaine phase, désamplifier pour l'autre? Tous les gens qui font de l'optique non linéaire savent que tous les amplis paramétriques font ça. Basé sur du Ki 2, basé sur du Ki 3. Et donc, historiquement, une des premières manips qui a démontré ça était basée sur du Ki 2. Et les résultats étaient dans ce papier. Donc, vous voyez, c'est Ariel Levenson, Iso Abraham, Philippe Grangier, donc des gens qu'on connaît bien. 1993. Donc, c'était basé sur du Ki 2 dans du KTP type 2. C'était des manips en pulsé, donc ça devait être certainement assez rock'n'roll pour faire des mesures de bruit quantique avec un beau laser YAG doublé, etc. Là. Et vous voyez, la figure intéressante, c'est celle qui est en bas à droite, où donc on mesure le facteur de bruit en dB en fonction du gain de l'ampli. Donc ça, comme c'est un ampli sensible à la phase, pour la quadrature qu'on regarde, on peut faire passer, alors là on fait des mesures d'intensité, mais on peut faire passer le gain à des valeurs négatives ou positives en dB, c'est-à-dire inférieures à 1 ou supérieures à 1 en échelle linéaire. Et donc on compare ici des mesures faites pour un ampli standard, insensible à la phase, et là pour un ampli sensible à la phase. Et vous voyez qu'on arrive effectivement à passer sous la limite, entre guillemets, classique des 3 dB qu'on aurait pour un ampli insensible à la phase. Donc ça marche. Alors on peut s'amuser à essayer de faire ça dans d'autres systèmes. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, dans beaucoup de systèmes, donc moi je vais me limiter à ce que moi et les collègues on a fait dans mon laboratoire, parce que voilà, c'est ce que je connais. Et donc pour commencer, je vais vous montrer qu'on peut faire ça ailleurs que dans des milieux solides, qu'on peut faire ça dans des gaz dilués, où on bénéficie évidemment de l'exaltation de tous les effets non linéaires, liés au caractère résonant des interactions dans des atomes. Alors dans mon labo, on a une manip qui utilise de l'hélium métastable. Donc en gros, c'est une cellule
qui contient de l'hélium 4. Et quand vous regardez les niveaux de l'hélium 4, eh bien ça c'est le niveau fondamental. Si vous mettez une petite décharge radiofréquence sur cette vapeur d'hélium, vous allez pouvoir mettre une partie des atomes dans cet état qui est un état où on a aligné les deux spins des deux électrons de l'hélium. Et cet état qui est 20 eV au-dessus de l'état fondamental a une durée de vie extrêmement longue. Pour nous, elle est infinie en cellules. Et donc c'est, nous, ce niveau métastable, c'est le niveau qui joue le rôle de niveau fondamental. Et à partir de ce niveau métastable, on a plein de belles transitions optiques aux alentours de 1,08 microns qui permettent d'exciter des transitions bien séparées, même à température ambiante, entre donc J égale 1, J égale 2, J égale 1, J égale 1, J égale 1, J égale 0. Donc on peut vraiment s'amuser à utiliser le nombre de sous-niveaux, les dégénérescences qui vont bien, pour essayer de comprendre un peu quantitativement ce qu'on fait. Alors on fait des tas de pitreries avec ça. Par exemple, une d'entre elles consiste à exciter la transition ici, J égale 1, J égale 1, avec de la lumière polarisée sigma plus et sigma moins, donc on excite des transitions comme ça. Et quand on fait ça, on peut montrer que on arrive en fait à éliminer 3 des niveaux et à isoler un système en lambda parfait. Donc un système en lambda, c'est 2 sous-niveaux du niveau du bas qui sont reliés au même niveau du haut par des transitions pour des polarisations orthogonales. Alors avec ça, on peut faire des tas de choses amusantes. On peut faire par exemple de l'EIT, il y a des amateurs ici. Donc ça veut dire que par exemple, si je prends mon système en lambda, là, que je mets un faisceau intense, que j'appelle faisceau de couplage, entre ces deux niveaux-là, donc je vais finir par pomper tous les atomes dans le sous-niveau qui est en bas. Et après, si je viens mesurer l'absorption de cet autre faisceau-là, que j'appelle faisceau sonde, et je regarde l'absorption de ce faisceau en fonction du désaccord, ben je vois que, évidemment, j'ai la raie d'absorption de mes atomes, mais au milieu, j'ai une fenêtre de transparence très étroite qui apparaît et qui est liée à la création de cohérence entre les deux sous-niveaux du bas. Ça, c'est ce qu'on appelle la transmission induite électromagnétiquement. Donc on peut s'amuser avec ça. Ça sert à faire des tas de choses, du stockage de lumière, etc., exalter les non-linéarités. Et nous, dans notre expérience, comme c'est des simples atomes tout simples en cellules, finalement, l'expérience est assez simple. On part d'un laser, un micron 0,83, qu'on coupe en deux pour avoir 2 polarisations orthogonales. Un des faisceaux est le faisceau de couplage, le rouge, là, donc ça part dans la cellule. L'autre faisceau est le faisceau sonde, et puis à la sortie, on détecte le faisceau sonde. Alors, quel est le rapport avec l'amplification paramétrique et l'amplification sensible à la phase ? Le rapport, il arrive quand on fait ce genre d'expérience, où maintenant je vais envoyer dans ma cellule, non pas 2 polarisations circulaires, qui vont exciter les 2 bras du lambda ici, mais 2 polarisations linéaires orthogonales. Donc je vais envoyer un faisceau de couplage rouge ici, qui est polarisé dans cette direction-là, un faisceau sonde bleu, qui est polarisé dans la direction orthogonale. Et pour pouvoir faire une espèce de détection hétérodyne, en fait, il y a 2 fréquences dans mon faisceau sonde bleu, de façon à pouvoir détecter le faisceau bleu en détectant le battement entre les 2 fréquences. Et quand on envoie ça dans la cellule, on détecte donc à la sortie un battement, quand on détecte que la sonde, que le signal, que le faisceau bleu, entre les 2 composantes de fréquence. Et vous voyez que quand maintenant je change lentement la différence de phase entre le faisceau rouge et le faisceau bleu, donc je fais ça simplement avec un piezo, eh bien vous voyez que l'amplitude du faisceau bleu dépend de la phase relative entre nos 3 fréquences, la fréquence rouge et les 2 fréquences bleues. Donc ça ressemble fortement à un ampli sensible à la phase. Et effectivement, si vous traitez ce signal-là pour extraire le gain du faisceau bleu, le faisceau sonde, en fonction de la phase relative entre ces 3 signaux, donc ça c'est une pompe dégénérée, ça c'est un signal et ça c'est un complémentaire, pour parler comme en optique non linéaire, eh bien vous voyez qu'on a une transmission qui passe d'un maximum, grosso modo un peu moins de 10, à un minimum qui vaut à peu près 1 sur 10, en fonction de la phase relative, associée à ces marges de phase qui sont caractéristiques aussi des amplis sensibles à la phase. Alors ça, c'est une constatation expérimentale. Maintenant, ce qui est amusant, c'est d'essayer de comprendre comment marche la non-linéarité. Donc c'est du Ki3, forcément, on est dans une vapeur. Mais comment marche la non-linéarité qui permet de faire cette espèce d'amplificateur paramétrique. Alors en fait, cette non-linéarité, pour la comprendre, on peut s'amuser à faire des simulations. Donc on prend les équations de Maxwell-Bloch du système à 3 niveaux,
on prend les équations de Maxwell pour les trois faisceaux, on envoie ça dans l'ordinateur, roule ma poule, et on calcule donc le gain pour la sonde en fonction de deux paramètres, la phase relative, ici horizontalement, et là, l'amplitude du faisceau de couplage, la fréquence de Rabi du faisceau de couplage. Donc là, on voit qu'effectivement, on passe d'une situation où on absorbe la sonde, les atomes ils absorbent, si on ne fait rien, vous voyez là, la transmission est plus petite que 1, à une situation où on amplifie quand on branche le faisceau de couplage. Mais là, en revanche, ça ne dépend pas de la phase. Donc là, en fait, on a fait un magnifique amplificateur insensible à la phase. Or, l'expérience nous dit que notre ampli, il est sensible à la phase. Donc ça veut dire qu'il manque quelque chose dans le modèle. Alors, qu'est-ce qui manque dans le modèle ? Avant de vous l'expliquer, je vais vous expliquer ce que c'est un état noir. Alors, voilà notre système à 3 niveaux, et je suppose ici que j'envoie uniquement le faisceau de couplage, D comme drive. Donc c'est un faisceau polarisé linéairement, donc il se projette sur les deux jambes du lambda, là, qui sont polarisées, qui correspondent à des polarisations sigma plus et sigma moins. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire un changement de base pour les deux sous-niveaux du bas. Plutôt que de décrire mon espace de Hilbert là, à 3 dimensions avec une base formée par les états G-1, G+1 et E, eh ben, je vais considérer, pour les deux sous-niveaux du bas, je vais considérer l'état symétrique, G-1 plus G1, et l'état antisymétrique, G-1 moins G1. Et vous voyez que si ici, les fréquences de Rabi sont les mêmes le long des deux jambes du lambda, eh ben, en fait, ces deux excitations vont interférer de façon constructive pour l'état symétrique et interférer de façon destructive pour l'état antisymétrique. Donc ça veut dire que cet état-là, il récupère toute l'excitation vers l'état excité, alors que cet état-là, eh ben, il n'a pas le droit de parler à l'état excité. Donc ça s'appelle un état noir. Pourquoi ? Parce que si je fais cette manip, au début, les atomes sont répartis équitablement entre les deux sous-niveaux, je branche mon laser, je vais prendre des atomes qui sont là, les mettre dans le niveau du haut, ils vont retomber avec des probabilités égales dans les deux niveaux, donc au bout de quelques cycles de pompage, je vais vider ce niveau-là, et finalement, j'aurai plus d'absorption, j'aurai plus non plus de fluorescence, et donc mon système est noir. Ça s'appelle un état noir. Ça a été découvert à Pise. Voilà, et donc maintenant, si j'envoie un faisceau sonde ici, eh ben, en fait, je vais pouvoir exalter les non-linéarités, et c'est ça qui est responsable du gain insensible à la phase que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, c'est bien connu, ça a été vu dans tout un tas de systèmes, dans des tas de labos, dans des tas d'atomes différents, et utilisé à faire des tas de choses. Alors, ce qui est particulier à notre système, c'est que nous, on observe du gain sensible à la phase. Et pour comprendre ça, eh ben, il va falloir que je me rappelle que, pas très loin ici, il y a d'autres niveaux qui viennent de la structure fine de l'hélium, c'est-à-dire qu'il y a la transition J égale 1, J égale 1, dont je me suis servi ici pour faire mon système en lambda, mais il n'y a pas très loin ici un niveau J égale 2, donc avec 5 sous-niveaux, qui est séparé de 2,3 GHz du niveau J égale 1. Donc je suis résonant avec la transition J égale 1, J égale 1, mais je suis complètement non résonant avec la transition J égale 1, J égale 2. Et alors pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, il va falloir que je fasse encore des changements de base. Donc je vais faire un changement de base, ça n'aurait pas dû faire ça. Alors voilà, avant de vous expliquer ça avec les mains, je vous dis simplement que si vous mettez ça dans les simulations, donc là ça commence à être un peu lourd, parce qu'on se retrouve avec une ribambelle de niveaux, les équations de Maxwell-Bloch, elles deviennent assez horribles, mais bon, on a des jeunes qui savent faire des simulations, et donc ils arrivent effectivement à montrer que quand je tiens compte des deux raies de l'hélium, maintenant j'ai effectivement un gain qui dépend de la phase, et je retrouve bien ce qu'on a expérimentalement. Alors pour comprendre avec les mains ce qui se passe, il va falloir que je fasse un changement de base. C'est-à-dire que je fais un premier changement de base qui consiste à prendre les deux sous-niveaux ici et de mettre dans la base de l'état symétrique, l'état antisymétrique. Donc l'état, ça c'est l'état brillant pour le couplage en rouge, ça c'est l'état noir. Et en fait cet état noir, c'est l'état qui couple pour la sonde, parce que les deux polarisations sont orthogonales. Et si maintenant je prends le niveau J égale 2 ici, en faisant un autre changement de base entre l'état moins 2 et l'état plus 2 ici pour faire des états symétriques et antisymétriques, j'ai tous ces chemins possibles d'excitation, c'est un peu compliqué, pour le faisceau de couplage en rouge et le faisceau sonde en bleu. Et en se basant sur ce système de niveaux, on peut voir qu'il y a des phénomènes à 4 photons, il y a des mélanges à 4 ondes qui sont prédominants. Par exemple, ce mécanisme-là, il est fort parce que je pars du niveau qui est peuplé, je commence par le faisceau de couplage,
je passe par là, et je retombe avec le faisceau sonde vers ce niveau-là. Et donc ça, c'est un des mélanges à 4 ondes qui sont exaltés par ce phénomène de piégeage cohérent de population dans l'état noir. C'est pas le seul, hein. Il y a celui-là aussi, par exemple, qui marche. Il y a celui-là aussi qui marche, etc., etc. Et donc c'est grâce à ces phénomènes de mélange à 4 ondes, exaltés par le piégeage cohérent de population dans l'état noir, et en présence de l'autre sous-niveau, qu'on arrive à expliquer comment notre truc fait un amplificateur sensible à la phase. Voilà, alors on peut modéliser ça analytiquement. Vous savez, quand on fait un amplificateur sensible à la phase, on peut toujours représenter ça par des transformations symplectiques. Ça, c'est ce qu'on appelle une matrice symplectique pour le champ de la sonde et pour son complexe conjugué. Donc si on voulait faire de l'optique quantique avec ça, on mettrait ici l'opérateur d'annihilation et là l'opérateur de création. Et ça reproduit parfaitement les résultats expérimentaux. C'est ça qui fait le trait en pointillé ici, qu'on obtient quand on calcule le gain en fonction de la phase relative. Alors, je vous ai dit qu'un ampli sensible à la phase, c'était pareil qu'un squeezer. Ben, effectivement, on peut s'amuser à faire du squeezing avec ça. Alors, faire du squeezing, qu'est-ce qu'on va squeezer? Ben, on va squeezer les fluctuations quantiques, on va comprimer les fluctuations quantiques du faisceau sonde. Donc, il va falloir les mesurer. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer les variances des quadratures en optique quantique? Ben, il faut faire une détection balancée homogène. C'est-à-dire qu'on va prélever une partie du faisceau ici, dont on va se servir comme oscillateur local. On va mélanger le faisceau dont on veut mesurer les fluctuations avec cet oscillateur local. Après, on va couper ça en deux, mesurer ici, mesurer là, faire la différence et regarder le bruit de ce truc-là. Et ça, suivant la phase relative entre le faisceau qu'on mesure et l'oscillateur local, ben, on peut mesurer les variances des quadratures. Et en fait, on fait ça, pour que ça soit simple, on fait ça sur du vide. Donc en fait, on n'envoie pas de faisceau bleu, on n'envoie rien ici, on envoie juste les fluctuations du vide. Et à la sortie de la cellule, on a du vide comprimé. Et on voit qu'effectivement, ça c'est directement un signal expérimental, c'est le bruit en sortie, le bruit de la détection balancée, en fonction de la phase relative. Là, on balaye la phase relative, et donc là, on est le long de la quadrature qui a le plus de bruit, la quadrature qui a le moins de bruit. Et on peut s'amuser à tracer les courbes que vous avez tous déjà vues, de densité spectrale de puissance de bruit, en fonction du temps, quand on scanne la phase relative. La courbe bleue, c'est la limite quantique standard, et donc je vois que j'arrive effectivement bien à augmenter les fluctuations quantiques d'une des quadratures, et j'arrive un tout petit poil à passer sous la limite quantique standard pour l'autre quadrature. Bon, on sait, ça marche pas aussi bien qu'on en aurait rêvé, hein, mais bon, ça marche un peu, et puis on arrive à comprendre pourquoi ça marche pas aussi bien. Je vais pas vous assommer avec ça, mais ça vient du fait qu'on a un peu d'émission spontanée. En plus des pertes et tout ça, on a un peu d'émission spontanée qui vient détruire le squeezing. Voilà, donc ça c'était une première illustration d'ampli sensible à la phase. Deuxième illustration, je prends un système en lambda, non plus un système en lambda, mais toujours des atomes dans une cellule, et maintenant un système en delta. Alors un système en delta, c'est la même chose qu'un système en lambda, sauf que je ferme maintenant la transition entre les deux niveaux du bas. Donc ça, c'est des manips qui ont été montés par ma camarade Handal Narayanan à l'Institut Raman à Bangalore. C'est des manips qui ont été faites sur la RD1 du rubidium 85, donc tout se passe à 795 nanomètres. Et donc vous savez que donc il y a cette sympathique transition là à 795 nanomètres entre les sous-niveaux hyper fins du fondamental, donc là c'est f égale 2 et f égale 3, qui sont séparés de 3 GHz, vers le niveau excité là. Et donc on a un magnifique lambda où on peut mettre donc un faisceau sonde ici et un faisceau de couplage ici. Et pour transformer ça en système en delta, pour ajouter un troisième faisceau et fermer le circuit, eh ben on va rajouter une excitation micro-ondes, c'est-à-dire ici on a une transition magnétique entre ces deux sous-niveaux-là à 3 gigas. Et donc là on va pouvoir regarder, s'amuser avec ce truc-là, en changeant la phase relative entre les différents faisceaux et voir ce qui se passe. Alors la manip ressemble à ça, hein. Donc il y a un laser Toptica, comme tout le monde là, enfin comme presque tout le monde, sauf Alonera, à 795 nanomètres. Comment est-ce qu'on va créer le faisceau de couplage et le faisceau sonde? En fait, on met le laser Toptica à une de ces deux fréquences et on va le moduler avec un EOM pour créer une bande latérale à la fréquence de la sonde. C'est tout ça qu'on envoie dans la cellule, et la RF, qui est à la même fréquence que celle qui a servi à créer la bande latérale,
eh bien, elle est appliquée sur une cavité micro-ondes qui entoure la cellule atomique. Et à la sortie, eh bien, on détecte la sonde simplement par hétérodynage. On mélange ça avec le signal du laser de départ, et donc on discrimine entre la sonde et le couplage, simplement en regardant dans l'espace des fréquences. Et donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour changer la phase relative des trois ondes? Il y a plusieurs techniques. Alors, il y a une technique qui consiste à mettre un déphaseur sur le circuit RF, là, qui alimente la cavité résonante. L'autre technique, qui est assez marrante, en fait, qui marche aussi, elle consiste simplement à décaler la cavité. Parce que si on décale la cavité, on va décaler les positions des nœuds et des ventres de la RF dans les atomes, et donc ça change la phase relative entre les trois faisceaux. Donc, avec, vraiment, c'est centimétrique, quoi. Voilà, et ça marche aussi. Vous voyez, ça par exemple, voilà, ça c'est le gain de la sonde, donc c'est en échelle linéaire, hein, en fonction de la phase relative entre les deux faisceaux optiques et la radiofréquence, le 3 gigas qu'on envoie sur la cavité. Vous voyez qu'on a bien un amplificateur sensible à la phase, avec un gain qui passe de quelque chose de plus grand que 1 à quelque chose de moins grand que 1. Et on vérifie bien que, comme prévu dans les livres, le gain maximum est bien l'inverse du gain minimum. Là, quelque part, il y a une comparaison entre l'inverse du gain maximum mesuré et le gain minimum mesuré. Alors, il y a un truc amusant quand même avec cette manip, qu'on n'avait pas forcément réalisé au début, on a fait ça sans même y penser, c'est qu'en fait, on fait du mélange à trois ondes dans une vapeur. C'est-à-dire qu'on fait du Ki2, le mélange à trois ondes, c'est ce qu'on fait dans un OPO en iodate de lithium ou autre, hein. On fait du Ki2 dans une vapeur qui est centrosymétrique. Et en fait, ça marche. Enfin, la seule raison pour laquelle je peux imaginer que ça marche, c'est parce que cette transition-là, c'est pas une transition dipolaire électrique. Donc il y a le champ magnétique qui rentre là-dedans, et du coup, les règles de symétrie standard, elles sont plus les mêmes. C'est assez marrant, cet aspect-là. Et en fait, on a fait ces manips-là et tout, sans même y penser, en fait. À la fin, on s'est dit, mais quand même, c'est scandaleux qu'on fasse du mélange à trois ondes dans une vapeur centrosymétrique. Voilà, donc ça, c'était le deuxième exemple. Je vais passer au dernier exemple. Donc évidemment, il y a aussi des ambitions de faire du squeezing avec ça, et par exemple faire du squeezing RF peut-être, ou des choses comme ça. Ou transférer des états non classiques de l'optique à la RF, ce genre de manipulation. Dernier exemple, on change complètement de milieu, on va passer à des morceaux de verre, et plus précisément des fibres non linéaires. Alors ça, dès qu'on passe dans des fibres, on se dit, ah là, il va peut-être y avoir des applications, on va peut-être pouvoir faire quelque chose qui sert à quelque chose. Et en fait, la motivation initiale de ce travail-là, c'était d'appliquer ça aux liaisons optiques pour l'opto-hyperfréquence. Donc l'opto-hyperfréquence, hein, vous savez tout ce que c'est. Si on prend un signal RF, on s'en sert pour moduler un laser, on transporte le signal RF sur une porteuse optique dans une fibre, à la fin on détecte et on retrouve le signal RF. Donc c'est comme les télécoms, sauf que là c'est plutôt des signaux analogiques. Donc les contraintes sur la liaison ne sont pas les mêmes. Et notamment, vous pouvez vite vous rendre compte que c'est pas si simple que ça, parce que si vous tracez le gain de la liaison, donc là je trace la puissance RF à la sortie en dBm, donc ce qui sort de la photodiode ici, en fonction de la puissance RF à l'entrée, que je mets ici sur mon modulateur, par exemple un modulateur de Mach Zehnder. Donc vous voyez, ça évidemment c'est linéaire hein, sur cette représentation, et vous voyez que donc le gain de la liaison, il dépend étroitement de la puissance du faisceau, puisque évidemment la puissance RF générée ici, elle va dépendre de la puissance de la lumière détectée par le détecteur. Et vous voyez que c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire que même si j'envoie quelque chose comme 15 dBm, ce qui est déjà pas mal pour un petit laser à semi-conducteur, ben le gain de la liaison, il est toujours de moins 21 dB. C'est-à-dire que je perds toujours un facteur 100. Donc si en plus on a des pertes dans la liaison, ça va tourner un peu à la catastrophe. Donc il y a évidemment, tout le monde a envie de mettre un amplificateur dans cette affaire. Alors, quels sont les problèmes qu'il y a avec un amplificateur? Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en longueur d'onde télécom, il y en a qui coûtent rien et qui marchent très bien et qu'on peut acheter. Mais il y a deux problèmes qui peuvent se présenter, le bruit et les non-linéarités RF, c'est-à-dire la distorsion qu'on va mettre au signal radiofréquence. Et ça, c'est un truc un peu particulier des obsédés de l'opto-hyperfréquence, dont je vais essayer de vous parler un petit peu dans le contexte des amplis sensibles à la phase. Alors, comment faire un ampli sensible à la phase pour répondre à ce besoin? On va utiliser le Ki3 dans une fibre. Donc ça veut dire que maintenant, on a 4 ondes, 2 ponts, un signal, un idler.
Donc ça veut dire que par exemple, on va prendre 2 photons de 2 pompes, un photon de chaque pompe, pour créer un photon signal, un photon Heidler. Alors il y a plusieurs façons de faire ça. Alors on peut prendre 4 longueurs d'onde différentes pour les 4 faisceaux, enfin ça veut dire 4 lasers, mais on peut quand même se limiter à au moins seulement 3 fréquences, soit en prenant les 2 pompes dégénérées, donc à ce moment-là on se retrouve avec ce schéma de fréquence, où on prend 2 photons pompes pour créer un photon signal, un photon Heidler, ou alors on prend signal et Heidler dégénérés, on prend 2 pompes non dégénérées, parce qu'il faut quand même respecter la conservation de l'énergie. Donc tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui a été fait dans cette architecture-là, où les pompes sont dégénérées, et on a un signal et Heidler non dégénéré. Donc en fait, on a 2 modes du champ qui subissent l'amplification sensible à la phase. Alors il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, notamment dans le domaine des télécoms, il y a une littérature foisonnante, il y a des tas de records, si vous regardez la littérature, de gains, de bandes passantes, de facteurs de bruit, de manipulation optique des signaux, QPSK, et ce genre de choses, etc. Nous, on a essayé de voir si ça c'était intéressant pour des applications qui ne sont pas télécoms, donc qui sont des applications analogiques. Et donc on s'intéresse plutôt à des bandes passantes étroites, pas comme en télécom, hein. Les bandes passantes des signaux radar, c'est plutôt des gigahertz que des centaines de gigahertz. Et pour des raisons de gain de liaison, pour des puissances détectées plutôt importantes, beaucoup plus importantes qu'en télécom, plutôt des milliwatts que des microwatts. Donc la manip qu'on a montée, comme on n'a pas besoin de bandes passantes énormes, on s'est dit, en fait, on va prendre un seul laser et on va créer les différentes fréquences par modulation, en faisant des bandes latérales. Donc on part d'un laser, on le coupe en 2 avec un coupleur. Il y a un des bras là qui va devenir la pompe, donc on l'amplifie avec un EDFA. Alors au passage, il faut lutter contre l'effet bris-loin, qui est une des plaies de ce genre de manip. Donc il faut moduler ce genre de choses. Et l'autre bras, ça va être le bras dans lequel on va créer le signal et l'Heidler avec par exemple un modulateur de Mach-Zehnder. Donc par exemple, on applique une modulation de 20 gigas et donc on crée 2 bandes latérales à plus ou moins 20 GHz. Après, on coupe la porteuse et on se retrouve avec notre signal et notre Heidler ici. On peut recombiner tout ce petit monde et envoyer ça dans la fibre non linéaire, qui est une fibre que vous pouvez acheter commercialement, hein, qui est appelée hautement non linéaire, mais qui est jamais que 10 fois plus non linéaire que de la fibre SMF28. Donc il en faut quand même des centaines et des centaines de mètres, typiquement 1 kilomètre, pour espérer faire quelque chose. Et à la fin, on détecte. Alors on peut déjà se convaincre qu'il y a du bruit. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec cette manip, c'est que si on n'envoie que le signal et pas l'Heidler, en fait on en fait un amplificateur insensible à la phase. Parce que le système va toujours amplifier le signal, quelle que soit sa phase, en créant l'Heidler avec la bonne phase relative pour que le signal soit la quadrature amplifiée. En revanche, si on envoie les deux et qu'on change leur phase relative, là on fait un amplificateur sensible à la phase. Donc c'est des manips qui sont sympas pour comparer les deux configurations. Donc ça par exemple, c'est le spectre. Ça c'est le spectre en entrée, donc j'envoie que le signal, j'envoie pas d'Heidler. Et ça c'est le spectre en sortie, on voit que j'ai amplifié le signal et j'ai créé un Heidler qui a la bonne phase pour faire un amplificateur insensible à la phase. Et si maintenant on envoie les deux, on peut amplifier aussi ou pas, suivant la phase relative. Donc ça veut dire qu'il va falloir regarder le gain de ce signal en fonction de la phase relative. Et voilà comment, si on calcule ça, comment le gain sensible à la phase dépend du gain en configuration insensible à la phase et du déphasage relatif, θ relatif qui est ici. Alors en fait, ces manips sont un peu difficiles parce que vous voyez ici, cette manip n'est jamais qu'un énorme interféromètre de Mach-Zehnder. Et la quantité qui contrôle tout, c'est la phase relative entre les deux bras. Et sur chacun de ces bras, il y a de la fibre, qui est quand même un beau thermomètre, sensible à tout. Il y a des EDFA, des filtres, des modulateurs, des tas de composants, etc., etc. Donc c'est très très difficile en fait de stabiliser la phase relative. Il faut mettre tout ça dans du polystyrène, stabiliser la température, etc., etc. Et ultimement, il faut mettre ici un modulateur de phase, par exemple bobiner de la fibre sur un piezo, et asservir le gain du signal qu'on détecte à la valeur qu'on veut pour asservir la phase relative. Enfin, on finit par y arriver, et on finit par observer qu'effectivement, quand on module la phase relative entre les faisceaux, l'intensité du signal et de l'Heidler, qui est ici en rouge, dépend de la phase relative, passe entre un gain maximum et un gain minimum. Là, le gain maximum, il vaut une dizaine de dB, par exemple. Et on peut faire des mesures de bruit. Donc ça, c'est par exemple, simplement on met ça à l'éliseur de spectre,
On regarde le spectre et on laisse dériver librement la phase. Et on détecte le signal Leigler. Et on voit qu'effectivement, suivant la phase relative, le bruit varie fortement. Alors on peut donc asservir la phase à différentes valeurs en asservissant le gain du signal Leigler à différentes valeurs et faire des mesures de bruit dans tous les cas. Vous voyez, pour un gain positif, 6 dB, un gain égal à 1, donc 0 dB, un gain négatif, et de ça, on peut extraire des mesures du facteur de bruit. Et on était content parce qu'on a réussi à reproduire presque 30 ans après la figure de Levenson, Grangy et compagnie, mais sur un amplificateur à qui 3, où donc, en variant la phase relative, on fait varier le gain entre la valeur minimum moins 6 dB et plus 6 dB, et on voit l'évolution du facteur de bruit, qui passe effectivement sous la limite classique des 3 dB, qui serait quelque part par là. Voilà. Alors, est-ce que ça peut servir à quelque chose dans le cadre de l'optohyper? Donc pour ça, je vous rappelle, l'application, c'est j'ai un signal radar qui arrive, je m'en sers pour moduler une porteuse optique, je mets ça dans une fibre, j'amplifie, et je veux voir ce que j'ai comme bruit ici, d'une part, et d'autre part, je peux voir si j'ai complètement distordu mon signal radiofréquence ou pas à l'issue de la liaison. Donc on a essayé de voir un peu quel était le rôle de cet amplificateur dans la distorsion du signal. Et ça, le test que tout le monde fait pour voir ça, alors déjà, il y a une forte distorsion qui vient du modulateur. Vous savez tous que si vous faites un modulateur de Mach-Zehnder standard, non linéarisé, ce truc-là, il répond de façon sinusoïdale à la tension de modulation, donc forcément, lui-même déjà crée des harmoniques. Donc la manip que tout le monde fait pour tester la linéarité d'une liaison, elle consiste à envoyer dans le système non pas une fréquence RF, mais 2 fréquences RF, et de regarder à la sortie combien on a créé de produits d'intermodulation. C'est-à-dire qu'à l'entrée, je rentre oméga 1 et oméga 2, et si ma liaison est non linéaire, à la sortie, je vais sortir des harmoniques, bien sûr, je vais sortir de la somme, mais je vais sortir aussi du 2 oméga 2 moins oméga 1 et du 2 oméga 1 moins oméga 2, qui eux sont gênants parce qu'ils sont tout près des fréquences là, donc ils sont pas faciles à filtrer. Donc c'est ça le test que tout le monde fait pour faire ce genre de manip, et qu'on a fait aussi. On met 2 fréquences sur notre Mach-Zehnder, et on mesure ça à la sortie, et on essaye de comprendre ce qui vient du modulateur de Mach-Zehnder, et ce qui vient de l'ampli sensible à la phase lui-même. Et en plus, tout ça, ça peut se modéliser, parce que l'avantage de faire des manips dans des fibres non linéaires, c'est que les calculs marchent, contrairement aux atomes, parce que c'est vraiment simple. Il suffit d'utiliser, il suffit d'ouvrir le Boyd ou le bouquin d'Agraval, d'utiliser l'équation de Schrödinger non linéaire. On connaît parfaitement le coefficient non linéaire, on connaît parfaitement les pertes, on connaît parfaitement la dispersion. C'est que du bonheur. Les accords expérience-théorie sont stupéfiants. Donc on fait des simulations comme ça. Vous voyez, ça c'est le spectre optique. Donc en bleu, c'est le spectre optique de ce qu'on envoie. Il y a la pompe ici. Là, il y a le signal, et là, il y a Leigler. Et il y a toutes les bandes latérales qui sont créées par le modulateur de Mach-Zehnder. On envoie ça dans l'ampli non linéaire, l'ampli sensible à la phase, et en sortie, on obtient le spectre rouge. Donc vous voyez, il y a du monde. Et à partir de ce spectre rouge, on calcule tous les battements à toutes les fréquences qui nous intéressent. Oméga 1, oméga 2, 2 oméga 2 moins oméga 1, 2 oméga 1 moins oméga 2. Et à partir de ça, on trace donc les puissances RF en sortie des fondamentaux, donc les 2 signaux à oméga 1, oméga 2 en bleu, et des produits d'intermodulation d'ordre 3 en rouge, en fonction des puissances des 2 signaux RF qu'on a mis en entrée. Donc pour les fondamentaux, on a une ponte de 1. En gros, ce qui est en sortie, c'est proportionnel à ce qu'on a mis en entrée. Pour les produits d'intermodulation, on a une pente de 3 sur une échelle log. Et vous voyez là des mesures et des simulations qui ont été faites ampli éteint, ce sont les 2 courbes du bas, et ampli sensible à la phase, allumé au maximum de gain. Alors pour quantifier le rôle délétère que ça va jouer sur la liaison, il faut s'intéresser à comment ça se compare par rapport au bruit. Donc la quantité habituelle, c'est ce qu'on appelle le SFDR, la dynamique de la liaison. Donc en gros, ça consiste à tracer les courbes que je viens de vous montrer, le signal fondamental, le produit d'intermodulation d'ordre 3 en fonction du signal en entrée, le niveau de bruit, et on se dit, voilà, je vais pouvoir utiliser mon ampli tant que je ne fais pas sortir du bruit les signaux de distorsion, les produits d'intermodulation d'ordre 3. Et donc ça va me dire que j'ai cette dynamique-là. Quand je commence à voir sortir les produits d'intermodulation d'ordre 3, je m'arrête, je me mets ici, et voilà la dynamique de ma liaison. C'est ça la SFDR. Et là, la bonne nouvelle, c'est que quand on utilise un ampli standard insensible à la phase, on dégrade toujours la SFDR, alors que là, avec notre ampli sensible à la phase,
comme le gain qu'on met sur les signaux RF et le gain qu'on met sur le shot noise ne sont pas les mêmes, grosso modo ce gain-là c'est le carré du gain qui est ici, et bien avec un ampli sensible à la phase, on améliore la linéarité de la liaison. Voilà. Je ne vais pas vous raconter ça, mais juste vous dire un mot que ça, c'était un cas où on part d'un modulateur de Mach-Zehnder standard. Donc ça veut dire qu'on a déjà des fortes non-linéarités qui viennent du Mach-Zehnder sans l'ampli sensible à la phase. Évidemment, on pourrait se poser la question de savoir quelles sont les non-linéarités créées par l'ampli si on avait un modulateur idéal. Je suppose que j'ai un modulateur qui ne va pas créer de produit d'intermodulation ici entre les deux fréquences. Et là, on peut s'amuser à simuler ce qu'on crée comme non-linéarité, comme distorsion due à la non-linéarité optique de l'ampli. Et en fait, on montre qu'elles sont beaucoup plus faibles que ce que crée un modulateur de Mach-Zehnder standard. Sauf si on sature l'ampli. Donc en fait, c'est assez rigolo, parce que les amplis sensibles à la phase, c'est des amplis non linéaires, dans le domaine optique, mais très linéaires dans le domaine radiofréquence. Voilà, je vais m'arrêter là, en vous disant donc que l'amplification sensible à la phase, c'est quelque chose qu'on peut voir dans plein de... Donc dès que vous avez un amplificateur paramétrique, en fait, vous en avez. Et alors là, il y a un peu, je voudrais finir en disant qu'il y a un peu un retour de l'histoire, parce qu'un des sujets très à la mode en ce moment, c'est de revenir sur des amplis sensibles à la phase basés sur du Ki2. Donc on revient sur des matériaux où les mécanismes microscopiques sont ceux qu'utilisaient Philippe Grangière et Alan Devenson et collaborateurs il y a plus de 20 ans. Mais maintenant, les gens travaillent sur des matériaux guidés. Donc on essaye de faire des amplis sensibles à la phase dans des guides d'ondes non linéaires. Et vous voyez par exemple un papier récent là, qui est paru, ça c'est la version archive, mais c'est paru en 2022, d'un ampli sensible à la phase basé sur du Ki2 dans LGAS, avec des techniques de phase matching un peu fut-fut là, où donc ils ont, alors il y a des chiffres là-dedans, 30 dB de gain, un facteur de bruit proche de 0 dB, bon là c'est en impulsionnel, mais c'est quand même, il y a plein de nouvelles perspectives en fait, en faisant ça maintenant dans des guides d'ondes basés sur du Ki2. Voilà, j'espère pas avoir parlé trop longtemps, et je vous remercie pour votre attention. Merci.